Ravi de vous retrouver sur Tchad 24 pour faire le point sur l'actualité nationale et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici pour les titres. Coopération internationale, des échanges autour des enjeux de l'eau et de l'environnement entre le ministère de l'Enseignement supérieur et une délégation de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou. Et puis en santé, les risques liés aux accouchements à domicile. Focus sur l'importance de la consultation prénatale et de l'accouchement en structure sanitaire. En sécurité publique, enfin, malgré l'interdiction, les tirs d'armes à feu continuent de marquer les célébrations au Tchad. Tout cela et bien d'autres informations à suivre dans cette édition. Nous vous le disions en titre, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle a reçu ce 6 juillet dans son cabinet une délégation de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou. Les échanges ont porté sur les problématiques liées à l'eau en prélude au forum de l'eau prévu à N'Djamena. Compte rendu de Pafindjuri. L'appétit vient en mangeant. Le Tchad ménage sa mouture avant le forum de l'eau fixé au 15 et 16 juillet avec la venue de la délégation de l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Après la présentation de ses collaborateurs, les mots protocolaires du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Sitak Yombatna Bening, au staff de cet institut ont été d'une rare civilité. Il a terminé les termes de sa politesse en accordant une importance à l'école interafricaine d'ingénierie de Ouagadougou que dirige le professeur El Hadi Bambantiao dans la résolution des questions environnementales. Les thématiques que vous abordez là-bas sont des thématiques, on va dire, pour l'avenir de l'Afrique. Ce sont des questions extrêmement importantes, les questions d'eau et tout ça. Vraiment, ça tombe bien que nous commencions la semaine avec ces problématiques-là autour de l'eau, qui sont un enjeu, n'est-ce pas, mondial, et un enjeu, n'est-ce pas, extrêmement important pour l'avenir de notre Afrique. Et donc, c'est avec beaucoup de joie et de responsabilité que nous vous accueillons ce matin. Donc, voilà, vous souhaitez la bienvenue, n'est-ce pas, au Tchad. Les sujets discutés à huis clos porteraient sur les défis liés à l'eau, notamment la carence de l'eau et sa qualité douteuse, constatée un peu partout en Afrique subsaharienne. Débarrassé de son interlocuteur, le directeur général de l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement s'est confié à la presse. Donc, la discussion tournait autour en fait, des échanges sur notre établissement commun et que je suis venu souhaiter, sous en tout cas l'accompagnement du ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle du Tchad, pour qu'on puisse en tout cas continuer à dérouler notre mission qui est de former des ingénieurs africains ici en Afrique dans l'environnement socio-culturel et dans les standards internationaux et qui seront capables de porter le projet de développement de nos pays. L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement se compose de 16 pays membres, dont le Tchad. Depuis sa création jusqu'à nos jours, il a formé plusieurs ingénieurs déjà sur le terrain. Malgré l'interdiction formelle des tirs d'armes à feu par des civils lors des mariages, fêtes et célébrations de réussite scolaire, cette pratique persiste au Tchad. Les récentes festivités liées aux résultats du baccalauréat ont encore été marquées par des tirs en pleine ville, largement relayés sur les réseaux sociaux. Reportage de Fanta Assoué. À chaque grande célébration, le même scénario se répète. Mariage, fête familiale ou encore réussite aux examens, des coups de feu sont tirés en l'air par des civils comme signe de joie. Pourtant, cette pratique est officiellement interdite en raison des risques qu'elle fait peser sur la sécurité des populations. Les résultats du baccalauréat de cette année n'ont pas fait d'exception. Plusieurs vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des individus armés tirant à plusieurs reprises. Plus préoccupant encore, une séquence devenue virale montre des adultes enseignant à un jeune fraîchement admis au baccalauréat comment manipuler et tirer avec une arme à feu afin de célébrer sa réussite. Ces images sont loin d'être anodines. Elles traduisent une banalisation inquiétante de l'usage des armes auprès des jeunes et donnent le sentiment que la possession et l'utilisation d'armes à feu par des civils relèvent d'une pratique normale.
Pourtant, chaque balle tirée en l'air finit inévitablement par retomber avec le risque de provoquer des blessures graves, voire des pertes en vies humaines. Au-delà des victimes potentielles, ces tirs créent un climat d'insécurité et de peur au sein de la population. Comment expliquer que des personnes puissent filmer leurs propres infractions et les diffuser publiquement sans craindre de poursuites? Les réseaux sociaux regorgent des vidéos permettant parfois d'identifier les auteurs, les lieux et les circonstances des faits. Ces éléments constituent pourtant des indices exploitables par les services d'enquête. Il convient également de s'interroger sur l'argument culturel, souvent lancé pour justifier ces comportements. Célébrer une réussite ou un mariage est une tradition profondément ancrée dans les sociétés tchadiennes. En revanche, tirer des coups de feu en pleine ville ne saurait être considéré comme une tradition nationale. Il s'agit d'une pratique dangereuse qui expose des innocents à des risques inutiles et qui ne peut être assimilée à une expression culturelle. Face à cette réalité, le ministère en charge de la sécurité publique est appelé à renforcer les contrôles, à engager des poursuites contre les auteurs de ces tirs et à mener des campagnes de sensibilisation auprès des populations, notamment des jeunes. La diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux ne devrait pas seulement susciter l'indignation. Elle devrait également servir de point de départ à des enquêtes judiciaires lorsque des infractions sont manifestement constatées. Depuis quelques jours, la rareté de crédit observée à N'Djamena. Selon les agents de service, cette situation serait liée à la baisse du pourcentage de commission sur les transactions de crédit, passé à 5% pour les agents. Les réactions recueillies au micro de Fanta Assoué. C'est au niveau de la société là-bas, parce que les grossistes et les semi-grossistes, j'espère que depuis une semaine, ils sont en grève. Parce que et ils ne s'entendent pas avec la société, les grossistes et les semi-grossistes. La société, avant, ils leur donnent un bon pourcentage et maintenant, la société a réduit le pourcentage. Et donc, ça ne sort pas avec ceux des grossistes. C'est pour cela que les grossistes, ils ont manifesté, ils ont tout parlé pour que la société prenne mesure, mais la société n'a pas pris de mesures. Nous sommes confrontés à une baisse de pourcentage sur le fournissement de crédit. Nous avons deux systèmes maintenant sur le transfert de crédit. Par exemple, sur Airtel, il y a le système IVD et le système Airtel Money, beaucoup plus communément appelé AM. IVD, nous étions fournis à un pourcentage de 7, 6 à 8%. Ces derniers temps, nous sommes confrontés à une baisse de pourcentage de 5%, ce qui ne nous favorise pas trop. C'est pourquoi les grossistes et les semi-grossistes de Airtel ont décidé d'entrer en grève contre Airtel pour voir qu'est-ce qui est dû à cette baisse. Les exploitants occupant de manière anarchique les espaces et réserves de l'État dans le 5e arrondissement de N'Djamena sont sommés de libérer les lieux dans les plus brefs délais. Cette décision a été annoncée ce lundi 6 juillet 2026 par les autorités communales à l'issue d'une opération conduite par le Cheikh Bani Cheikh. Plus de précisions avec le maire du 5e arrondissement. Nous donnons une semaine à ceux qui ont occupé les rues de l'État et un mois à ceux qui exploitent les réserves de l'État. Donc nous avons décidé à l'unanimité, d'ici un mois, nous ferons de notre mieux pour récupérer toutes les réserves de l'État suite au projet de la population et aux instructions données par la haute hiérarchie, suite aussi aux événements qui se déroulent suite aux récupérations des réserves dans les différentes communes, mais nous avions eu d'autres préoccupations qui nous ont empêchés de commencer tôt, mais actuellement nous sommes prêts à récupérer toutes les réserves. Pas seulement récupérer toutes les réserves, nous avions des projets émis par la commune qui va directement à l'avantage de la population. Mais vous savez très bien que la commune du 5e, qui regorge actuellement une population qui est dense de 170 000 habitants, résidant dans une superficie de 619,5 hectares. Mais presque, nous avons 20 hectares qui est exploité par des gens d'une manière anormale.
Donc tous nos projets seront posés sur ces réserves que nous voulons récupérer. Ça fait une partie de l'État. Donc nous sommes prêts à confronter qui que ce soit. Et la décision est très ferme. Nous allons passer à l'action comme prévu. Nous avons élaboré déjà nos projets qui sont déjà sur la table. Mais nous voulons faire tout pour rassurer à la population que nous sommes ici pour eux. Et nous allons les soutenir. Et puis nous allons poser nos projets. Très sûrement que d'ici 1 ou 2 ans, nous allons faire un grand changement, Inch'Allah. Le choléra refait surface au Tchad. Après la confirmation de plusieurs cas dans le district sanitaire de Karal, dans la province du Hajer-Lamis, les autorités sanitaires appellent les populations à la vigilance. Face à une maladie potentiellement mortelle en l'absence de prise en charge rapide, chacun est invité à adopter les gestes simples de prévention. Reportage de Jessica Fering. Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë provoquée par une bactérie appelée Vibrio cholera. Elle se transmet principalement par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés. Une mauvaise hygiène, le manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement favorisent sa propagation. Au Tchad, les premiers cas de cette nouvelle épidémie ont été confirmés dans le district sanitaire de Karal, où les autorités sanitaires ont enregistré plusieurs cas, dont un décès. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique et de la Prévention a déclenché une riposte et appelle la population à renforcer les mesures de prévention. Les symptômes du choléra apparaissent généralement de manière brutale. Il s'agit notamment d'une diarrhée abondante, de vomissements et d'une déshydratation rapide. Sans traitement, la maladie peut entraîner la mort en quelques heures. Pour éviter la contamination, les professionnels de la santé recommandent de se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon, de boire uniquement de l'eau potable ou traitée, de bien cuire les aliments et de les consommer encore chauds. Les fruits et les légumes doivent être soigneusement lavés avant d'être consommés. En cas de diarrhée aiguë ou de vomissement, il est impératif de se rendre immédiatement dans un centre de santé le plus proche. Il ne faut ni attendre, ni recourir à l'automédication. Une prise en charge rapide, associée à une bonne hydratation, permet de sauver la majorité des malades. Le choléra n'est pas une fatalité. En adoptant les bonnes pratiques d'hygiène et en restant vigilant, chacun peut contribuer à protéger sa famille, son voisinage et sa communauté. La lutte contre cette maladie est une responsabilité collective. Malgré les nombreuses sensibilisations du ministère de la Santé sur l'importance de la consultation prénatale et de l'accouchement assisté en structure sanitaire, plusieurs femmes continuent de ne pas suivre leur grossesse et privilégient l'accouchement à domicile, s'exposant ainsi à de graves risques. Reportage de Minganou Dingou Lolga. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. C'est le slogan qui guide le combat actuel du ministère de la Santé publique. Cependant, plusieurs femmes, par ignorance ou manque d'information, refusent de se rendre aux consultations prénatales et prennent le risque d'accoucher à domicile. La responsable du centre de santé d'Ardebdjoumbal affirme que chaque semaine, son centre enregistre des cas d'accouchement à domicile, souvent transférés en urgence après des complications. La semaine passée, on a reçu au moins 3 cas. Il y a une qui a accouché à la maison. Elle est revenue avec rétention placentaire. Elle a accouché, mais le placenta, ils n'ont pas pu enlever. Ils l'ont ramené ici. Et l'autre, là, on a reçu. Elle a accouché à domicile. Elle est venue, la femme saignait à flot. Selon Hawa Ali Garandi, sage-femme et responsable du centre de santé d'Ardebdjoumbal, la consultation prénatale est essentielle dès les premiers mois de la grossesse. Elle permet d'anticiper les complications pouvant survenir lors de l'accouchement. 1 mois, tu n'as pas vu tes règles. Toi, la femme, tu sens quelque chose. Tu viens directement. Ça, on dit le premier contact. Tu viens, on va faire le bébé texte qui révèle que c'est positif. Tu es enceinte. C'est de là maintenant, on va demander le bilan à la femme. Dans le bilan, il y a des examens qui sont gratuits. Il y a d'autres aussi qui sont payants. Quand une femme a suivi bel et bien sa consultation prénatale, il n'y a même pas de risque. Il n'y a même pas de risque. Même s'il y a malformation, l'échographie est là qui va détecter à temps. Face à cette situation persistante, les agents de santé
appellent à une mobilisation collective. Pour eux, la sensibilisation doit être renforcée, notamment à travers les relais communautaires et les médias, afin de convaincre davantage des femmes de l'importance du suivi prénatal et de l'accouchement médicalisé. Réduire la mortalité maternelle passe avant tout par une prise de conscience collective. La consultation prénatale n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale pour assurer la santé de la mère et son bébé. Rigaza, sous-préfecture située à environ 50 km au nord-ouest de Bangor, dans la province du Mayo-Kébi-Est, est en pleine mobilisation pour la réussite du 3e recensement général de la population et de l'habitat. Une importante mission de sensibilisation a été menée sur le terrain ce dimanche 5 juillet 2026 afin d'exhorter les forces vives, les chefs traditionnels, les chefs religieux et les populations locales à réserver un bon accueil aux agents recenseurs. Reportage de Gapili Blaise et Abakardimi. Ici à Rigaza, la réussite du 3e recensement général de la population et de l'habitat est l'affaire de tous. Jeunes, femmes, enfants et personnes de 3e âge ont répondu à cette initiative de Dr Guibolo Fanga Mathieu, ministre de Commerce et de l'Industrie. Pour que l'opération soit une réussite, l'implication des chefs traditionnels est cruciale. Premier relais communautaire, le chef de canton de Rigaza, Sampil Dapsia Routouan, a instruit ses chefs de village à s'impliquer activement sur le terrain. Pour aujourd'hui, je crois qu'on a pu, n'est-ce pas, sensibiliser la population de se recenser massivement. Même un petit enfant, on ne le laisse pas. Même une vieille femme, on ne le laisse pas. Tout le monde seront recensés. Et surtout les chefs du village, je leur dis de bien suivre les recenseurs jusqu'à la fin du recensement. Et même moi qui suis le chef de canton, je vais sillonner les villages en village. À sa suite, les autorités administratives ont insisté sur la dimension civique et stratégique de cette opération nationale. Prenant la parole, le sous-préfet de Rigaza, Dinamou Ngouloum Bortouan, a rappelé qu'un recensement réussi repose avant tout sur la transparence et l'exactitude des informations fournies. Se faire recenser, c'est exister dans les statistiques nationales. C'est permettre à l'État de mieux connaître les réalités de nos villages, de nos cantons et de notre sous-préfecture. Et mieux encore, connaître les besoins des populations. Pour clore cette dynamique de sensibilisation, un puissant message d'unité et de civisme est venu des leaders spirituels de la localité. Dans une synergie interreligieuse exemplaire, le prêtre, le pasteur et l'imam ont uni leurs voix pour toucher le cœur des croyants. Avec l'appui conjugué de l'administration, de la chefferie traditionnelle, des élites de la localité, des chefs religieux, la sous-préfecture de Rigaza affiche une union sacrée. Tous les voyants sont désormais ouverts pour que la population réponde présente à ce rendez-vous crucial pour le développement du Tchad. Le délégué provincial de la police du Mayo-Kébi-Est, formateur agréé en maintien de l'ordre public, a lancé ce lundi 6 juillet 2026 à Bangor une session de formation destinée aux gardiens de la paix issus de plusieurs départements de la province. L'objectif est de renforcer leurs capacités en rédaction judiciaire et administrative afin d'améliorer l'efficacité du service de police. Reportage de Naxou Gabriel et Abakardimi. Le délégué provincial de la police du Mayo-Kébi-Est, Wandi Haroun, par ailleurs formateur agréé en maintien de l'ordre, a procédé au lancement d'une session de formation au profit des gardiens de la paix relevant des départements du Mont-Ili, de la Kabia, du Mayo-Lémier et du Mayo-Bonin. Cette formation axée sur la rédaction judiciaire administrative a pour objectif de renforcer les capacités professionnelles des agents afin de leur permettre de produire des actes administratifs et des procédures judiciaires conformes aux exigences de la loi et de l'administration. Dans son intervention, le délégué provincial de la police Wandi Haroun a rappelé que la qualité des écrits administratifs et judiciaires constitue un élément essentiel dans le travail quotidien des policiers. Ayant constaté la carence rédactionnelle sur nos OPJ censés orienter les magistrats pour la prise de décision, faute en amont d'une procédure biaisée, peu orthodoxe, je me dois le devoir en ma qualité de transmettre un tant soit peu ma connaissance
mes cadets. Prévu pour un mois, cette session de formation permettra aux participants de consolider leurs connaissances théoriques et pratiques en matière de rédaction professionnelle, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité du travail. À travers cette initiative, la délégation provinciale de la police du Mayo-Kébi-Est réaffirme son engagement en faveur du renforcement des capacités de ses agents. Dans la mouture de l'actualité internationale de ce lundi, nous évoquons les vacances du pape Léon XIV au palais apostolique de Castel Gandolfo au Vatican. Nous irons ensuite en Iran où un important cortège funèbre a traversé Téhéran à l'occasion des obsèques d'Ali Khamenei. Enfin, en Afrique du Sud, Abuja dénonce la mort de 2 migrants nigérians dans un contexte de tensions liées à l'immigration. Vanessa Bouli. C'est dans le sud de Rome, à la résidence papale de Castel Gandolfo, que le pape Léon XIV séjourne jusqu'au 27 juillet. Le souverain pontife a entamé dimanche ses vacances d'été, marquant la pause de la première moitié de l'année 2026. Malgré cette période de repos, les chefs de l'Église catholique continuent d'intervenir sur les grandes questions internationales, notamment celles liées à l'intelligence artificielle et aux conflits dans le monde. Samedi, le pape a rappelé aux États-Unis qu'ils ont été fondés par des immigrants, soulignant que les chrétiens ont le devoir d'accueillir, de protéger et d'intégrer les personnes en quête de refuge face aux difficultés. En Iran, une marée humaine a envahi le rue de Téhéran alors que le cortège funèbre de la dépouille d'Ali Khamenei a débuté ce lundi la traversée de la capitale. Les camions transportant les cercueils du guide suprême, recouvert du drapeau national ainsi que ceux de ses proches, a avancé lentement au milieu d'une foule immense. Les autorités estiment que jusqu'à 20 millions de personnes pourraient participer aux cérémonies. La procession en direction de l'aéroport international de Mehrabad doit durer environ 12 heures. D'autres cérémonies sont également prévues dans plusieurs villes du pays ainsi qu'en Irak voisin. Au Nigeria, le gouvernement a annoncé dimanche la mort de 2 de ses ressortissants en Afrique du Sud dans un contexte de tensions liées à des manifestations hostiles aux immigrés. Selon le ministre nigérien des Affaires étrangères, le fait se sont produits le 28 juin, 2 jours avant l'échéance fixée par certains manifestants réclamant le départ des étrangers. L'un des hommes aurait été tué par des agents de police tandis que d'autres auraient succombé à une attaque perpétrée par des individus non identifiés. Ainsi s'achève ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Tchad 24 International.